Je n'avais aucune connaissance de la Polynésie. Tout de suite, j'avais été séduit par la gentillesse et l'accueil qui m'était réservé. Où j'étais divorcée, ça ne comptait, ça voulait rien dire. Quand j'ai habité cette maison, j'ai prêté cette maison pour faire des bringues, qui étaient des bringues sympathiques. Ça durait toute la nuit. Il y avait des invités qui se mettaient à danser. Et c'était drôle parce que les élèves tahitiens me tutoyaient quand on était le dimanche ou les jours de sortie. Et quand on revenait au lycée, j'étais de nouveau madame. J'étais enseignante en étant speakerine. Ça ne me prenait pas beaucoup de temps, speakerine, parce que la télévision ne marchait que de 6h du soir à 9h30 du soir. J'ai lâché la télévision et j'ai fait la radio. J'ai interviewé 40 par an et donc j'ai fait ça pendant un bon nombre d'années. Je pense que je dois avoir 800. Les gens, je crois, m'ont fait confiance. Ont vu que je ne venais pas, c'était pas de la curiosité malsaine. C'était pour justifier leur identité, pour leur permettre de s'exprimer. Je pense quand même que ces témoignages oraux recueillis au fil des années, de ces gens travailleurs, de ces femmes, de ces personnalités de passage, mériteraient qu'on les conserve. Parce que c'est quand même l'histoire du pays. Pour avoir connu la Polynésie, tu l'as connue au travers de ton frère, en fait, oui, qui était en mission ici en Polynésie. Mais avant tout ça, est-ce que toi, tu avais déjà ouï dire de la beauté des îles polynésiennes? Je n'avais aucune connaissance de la Polynésie. Je n'avais connaissance que le courrier qu'on échangeait avec mon frère lorsqu'il était ici. Et j'avais aucune connaissance. J'ai jamais pensé que je partirais si loin. C'est parce que je venais d'avoir mon CAPES et que donc on était nommé à titre national. C'est-à-dire, c'est plus dans le département qu'on pouvait exercer, on pouvait être nommé n'importe où. Or j'étais divorcée et je passais donc en dernier dans les listes des gens à titulariser. Et donc je me disais, je vais être nommée en Meurthe-et-Moselle, ou je vais être nommée au fin fond de l'Auvergne. Et donc j'ai préféré Tahiti, me disant au moins, quitte à partir quelque part, moins que ce soit quelque chose qui m'avait paru à travers les propos de Rosina, une île merveilleuse et des conditions d'enseignement intéressantes, parce que c'était le début du CEP, et que donc les crédits tombaient assez régulièrement. Enfin, il y avait une bonne réputation du lycée. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'avais rien lu du tout avant. Ça doit être formidable, le fait d'atterrir dans un pays que tu ne connaissais pas, dans une île que tu ne connaissais pas. J'étais reconnue comme étant la sœur de mon frère. Ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai connu tout de suite les gens de la Société des études océaniennes, qui étaient ceux qui paraissent, oui, qui publient les journaux mensuels. Tu connais la Société, oui, des études océaniennes. Il y avait Paul Morgat, il y avait Jacquier. Et on a connu Gilles Arthur au musée Gauguin. Et il y avait une petite intelligentsia ici qui était très férue de connaissances historiques de Polynésie et qui m'ont appris beaucoup de choses aussi. Qui m'ont d'abord fait des listes de livres à lire. C'était déjà une chance inouïe d'être aiguillée comme ça, d'être conseillée par des gens qui connaissaient. Et donc j'ai commencé à être mordue, intéressée par les livres qui concernaient... il y avait Danielson, il y avait... C'était un petit noyau sympathique. Oui. On se voyait beaucoup. C'était une initiation agréable. Mais après, je pense que pour les gens à l'époque, lorsqu'ils voyaient cette belle popa blonde qui arrive au Finnois, on essaie un peu de la côtoyer, de faire connaissance un peu avec elle. Oui. Est-ce que ta beauté t'a aidé également à faire connaissance avec les Polynésiens à l'époque? C'est plus le souvenir de mon frère qui m'a aidé, et puis le fait que je n'ai pas d'accent.
a été quelque chose qui a été favorable. Les gens me parlaient et ils étaient un peu étonnés de voir cette Popa avec 2 enfants qui vivaient de façon simple, agréable, et qui tout de suite avait été séduit par la gentillesse et l'accueil qui m'était réservé. Où j'étais divorcée, ça ne comptait, ça voulait rien dire. Ça, on ne peut pas me le reprocher, c'était dans un pays où, je ne dis pas que l'amour était libre, mais enfin, les divorcés n'étaient pas jugés criminels ni bannis de la société. Donc c'est tout ça qui m'a permis d'être introduite dans les milieux polynésiens et puis la présence des enfants quand même. Les Polynésiens aiment les enfants. Est-ce qu'à l'époque on était beaucoup plus proches l'un de l'autre, que ce soit entre Polynésiens, entre Popa polynésiens? Oui. On partageait facilement aussi? On partageait facilement, on s'hébergeait facilement. On prêtait, quand j'ai habité cette maison, j'ai prêté cette maison pour faire des bringues, qui étaient des bringues sympathiques. Oui. Ça durait toute la nuit. Il y avait des invités qui se mettaient à danser, les mamas qui étaient là chantaient. C'était tout bien, tout honneur. Il y avait de la boisson et de l'alcool, mais j'ai pas le souvenir de gens éméchés. Je me souviens de gens qui s'endormaient parce qu'il était 4 heures du matin, qu'ils avaient bien dansé, ils avaient bien nagé. Et on se recevait sans problème. Chacun mettant la main à la pâte. C'était facile, ça s'est vite compliqué un petit peu quand il y a eu trop de gens. Le lycée passait avec 500 élèves et passait à un chiffre supérieur. C'était différent. Il y avait les élèves qui venaient d'avoir vécu mai 68, oui. Qui avaient apporté au lycée un esprit un peu révolutionnaire. Alors, quand tu es arrivé en Polynésie, Michel, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui t'ont manqué, comme de la nourriture, que tu n'avais pas forcément ici, mais que tu avais en métropole? Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as dû oublier en arrivant ici en Polynésie? Pas vraiment. Les fromages. M'ont manqué un peu au début, mais autrement, non. Je me suis fait tout de suite au poisson cru et à la nourriture, au ourou que j'adorais, et que mes enfants aimaient. Je n'ai pas eu de peine à m'adapter à l'alimentation polynésienne. Alors, tu as fait de l'enseignement en métropole. En arrivant ici à Tahiti, tu as enseigné dans quel établissement scolaire? Tout de suite, j'ai eu un poste tout de suite. La rentrée était au mois de septembre, j'ai eu tout de suite ma classe. Et c'était un lycée qui était de 6e à terminale. J'avais des petits 6e qui ont fait du latin, oui. Alors qu'on ne fait plus de latin en 6e. J'avais une classe de seconde et une classe de 5e. Et on avait monté un ciné-club. C'était un lycée qui marchait bien, qui déjà nous introduisait avec le monde tahitien. On faisait souvent des tours de l'île en truck. Et c'était drôle parce que les élèves tahitiens me tutoyaient quand on était le dimanche ou les jours de sortie. Et quand on revenait au lycée, j'étais de nouveau madame. Ça, c'est un peu la différence, au fait que l'on rencontre ici à Tahiti, on aime bien tutoyer. En métropole, on vous voit les gens. Ça n'a pas été un choc culturel également pour toi, Michel? On m'a appris à appeler une mangue. Oui. On m'a appris à appeler la nana. C'était accueillant et on partageait tout. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces années passées à enseigner les élèves polynésiens? J'ai enseigné jusqu'à il n'y a pas longtemps, enfin jusqu'à 96. L'élève polynésien est très attachant.
Il est timide, il n'a pas confiance en lui, mais une fois qu'il a confiance en lui ou confiance au professeur, il est fantastique. Il est capable de tous les efforts et de tous les progrès. Mais c'était une ambiance, on a fait du théâtre, on est allé dans les îles, jouer le malade imaginaire, le médecin malgré lui, avec Pierre Boixière qui avait fait la mise en scène. Et il n'y avait pas de coupure, c'était vraiment le partage. Après, quand les élèves ont été plus nombreux, plus mélangés, ça a pris une tournure un peu différente. Alors, le théâtre a été intégré un peu à l'enseignement d'année en année, de décennie en décennie. Est-ce que toi, tu as remarqué à l'époque que le Polynésien était... Est-ce que le Polynésien était déjà comédien avant même de l'apprendre? Ah oui, oui. Et très comédien. Je me souviens d'un garçon, j'ai oublié son prénom, pourtant, après il a vendu des bijoux, il vendait des bijoux là. Il faisait des bijoux, il vendait des bijoux. Il est à Ranguerois maintenant. Il me récitait les fables de La Fontaine et c'était fantastique. Un comédien n'aurait pas fait mieux. Il était doué comme tout. Alors, autre question, Michel. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé du métier de professeur, d'enseignante, à celle de speakerine, c'est-à-dire comment tu es passé de l'enseignement à la télévision d'abord? Je menais de front. J'étais enseignante tout en étant speakerine. Ça ne me prenait pas beaucoup de temps, speakerine, parce que la télévision ne marchait que de 6h du soir à 9h30 du soir, et le dimanche de 2h30 à 9h30. Et quand ça a été plus long, j'ai lâché. Donc je menais l'enseignement de front avec la radio. J'avais qu'une émission par semaine. Donc j'ai pu m'arranger avec les enfants compréhensifs et à mener de front les deux choses. J'ai jamais quitté l'enseignement, sauf pendant l'année où j'ai monté Tahiruaturu. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de comment est né ce jeu Tahiruaturu? Alors comme je l'ai dit, on enregistre là. Oui. Marie-Claire Valène avait été nommée pour créer la première maison des jeunes et de la culture. Elle avait un nombre de comédiens, de jeunes stagiaires, dont Étienne Rapoto, qui, avec Justin, était un marionnettiste, avait formé une certaine catégorie de personnes. Et elle avait pensé que la télévision qui venait de naître pouvait être un complément. Et sachant que j'étais en disponibilité, puisque j'avais pris une disponibilité ne voulant pas m'arrêter de rentrer en France, elle m'a proposé et Jean-Suaz a accepté. Donc on a conçu l'idée de le jeu. En France, il y avait le jeu de la tête et les jambes. On s'est inspiré de ça, mais j'ai ajouté la tête, les jambes, la voix et la main, parce que j'avais remarqué déjà que l'artisanat était quelque chose de fantastique et qui m'avait séduit. La voix aussi, parce que j'avais participé comme public au Turaï de l'époque, et j'avais été fascinée par les chants, en particulier par les outés. Et donc on a fait un concours, on tournait les épreuves sportives. Alors là aussi, les épreuves sportives, j'ai essayé, sous les conseils d'Aurora Natua, qui était secrétaire de la Société des études océaniennes, de prendre des sports qui avaient probablement été pratiqués par les anciens Polynésiens. Donc il y a eu une course des chasses, il y a eu une course avec je sais pas comment ça s'appelle, une canne de golf, qui était quelque chose qu'on avait trouvé à Rurutu et que la DCAN m'a fabriqué pour les sportifs. C'était une canne avec un jeu de balles en feuilles de bananier,
On a fait la pêche au requin avec les pirogues, la plonge de la nacre dans la piscine. Enfin, j'ai essayé de trouver des jeux qui étaient polynésiens. Et déjà, ça me prouve que j'avais cherché dans les livres, dans tout ce que je pouvais trouver pour m'enrichir, me perfectionner dans la connaissance de la culture. Et il y avait des questions de français, des questions de calcul, c'était un autre professeur de maths, une question de botanique, parce que j'avais observé que j'avais des élèves qui ne connaissaient pas ce que c'était qu'un hourou, parce qu'ils habitaient la ville, il n'y avait pas de hourou dans le quartier, et ils ne savaient pas nommer ce fruit. Ils connaissaient le fruit, mais ils ne savaient pas le nommer. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant de de familiariser avec ce vocabulaire, et on a fait en même temps l'histoire de France et l'histoire de Tahiti. Alors cette année-là a été très riche pour moi, je pense très riche pour les élèves qui ont découvert la télévision d'abord, ensuite la connaissance de leur pays, et moi ça m'a ancré dans le désir de savoir plus, d'en savoir plus. J'ai vaguement essayé d'apprendre le tahitien, mais je n'ai pas d'oreille. Et les gens me parlaient beaucoup plus facilement français que tahitien quand on allait dans les îles, parce qu'ils trouvaient que j'avais un français qu'on comprenait bien. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on me parlait moins tahitien. Donc j'ai malheureusement pas de connaissances suffisantes de tahitien pour parler la langue, et ça me manque beaucoup. C'est un de mes regrets. Mais j'ai donc plongé dans le livre tout ce qui concernait la Polynésie. J'essayais de le lire et de me le procurer. Lire, la lecture, c'est un des bons moyens aujourd'hui, et même à l'époque, de s'instruire, de pouvoir apprendre plein de choses. Ah oui, la lecture, mais les émissions que j'ai commencé à faire à la suite de Kinou, qui avait fait côté mer, côté montagne, des émissions d'interviews extraordinaires qu'elle avait réussi à faire. Elle m'a demandé de lui succéder quand elle est partie. Et ces rencontres avec les gens m'ont aussi beaucoup appris. C'est à partir de là, justement, que tu passes donc de la gardé télévision à la radio. J'ai lâché la télévision et j'ai fait la radio. Et comment cette rencontre s'est faite avec Kinou? Ben, Kinou, comment ça s'est fait? J'étais speakerine quand je l'ai connue. On a sympathisé. Et elle m'avait demandé de faire une émission littéraire le jeudi avec Olivier Canavezo, qui était l'âme de la librairie, qui se trouvait là où est le Manava maintenant, Tahiti Pacifique. Et Olivier Canavezo était un littéraire, un fils de journaliste, et on faisait des critiques de romans, des publications qui étaient arrivées à Tahiti. Il y avait quand même pas mal, il y avait la librairie Climat, il y avait donc Tahiti Pacifique qui avait fait beaucoup de choses, qui a fait le mémorial, qui a fait... On sentait que quelque chose avait augmenté, avait été créé à Tahiti. Il y avait un intérêt pour l'histoire. On faisait sortir de ces bulletins un peu rébarbatifs, et il y avait un engouement pour la Polynésie et pour l'histoire de la Polynésie. Alors, c'est particulier la radio, parce qu'à la radio, il faut avoir une voix qui puisse attirer et puis captiver l'attention de l'auditeur ou bien du public. Est-ce que toi, tu avais déjà ça avant de commencer tes programmes à la radio? Je pense que j'avais une curiosité naturelle. Comme j'avais fait parler mes grands-mères, j'avais une attirance pour ces histoires du passé. Et là, j'ai découvert une gentillesse, une sensibilité différente. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que les femmes que j'interviewais, par exemple, avaient traversé des moments difficiles, les raconter sans reproche, sans haine, sans
avec naturel. C'était un épisode de la vie qui était triste, qui était passé, et dont elles étaient sorties avec beaucoup de simplicité. Je me souviens d'une invitée qui avait été enlevée, entre guillemets, amoureusement, par un étranger qui avait une jolie situation en Amérique. Le couple est parti, s'est marié, puis ils ont divorcé. Elle a monté une laverie à Hawaï. C'était quand même fabuleux de penser qu'elle avait été à Hollywood, dans les grands salons, dans les grandes réceptions, et que maintenant elle se retrouvait à Hawaï avec 2 enfants en train de monter une laverie. Et elle le prenait, elle le racontait avec simplicité en disant voilà, là, j'avais retrouvé ma liberté, il fallait que je fasse nourrir mes enfants, je me suis mis au travail, je n'y connaissais rien, mais on m'a fait confiance. Et ça me paraissait une grande sagesse. Il fallait avoir un secret ou une recette particulière pour pouvoir entamer la discussion avec tes invités, avec les gens que tu rencontrais, que tu interviewais, et qui puissent se livrer facilement à toi? Les gens, je crois, m'ont fait confiance. Ont vu que je ne venais pas, c'était pas de la curiosité malsaine, c'était pour justifier leur identité, pour leur permettre de s'exprimer. C'était un hommage que je leur rendais et ils s'en rendaient compte. Et puis on a toujours plaisir peut-être à raconter son passé. Je pense qu'il y avait ça aussi. C'était la découverte, les professions avaient changé, les femmes avaient fait du cinéma, et la société évoluait considérablement. Et ça créait des malaises, ça créait des bonheurs, et elles aimaient en justifier et se moquer souvent de leur misère d'avant, entre guillemets, et des progrès techniques qui avaient changé leur quotidien. Donc, je crois que je faisais confiance, et elles m'ont fait confiance. Il faut dire que je faisais pas toujours du direct, donc je montais, et si par hasard il y avait eu une indiscrétion qui avait été révélée sur une paternité contestée, par exemple, eh bien, elle savait que je ne laisserais pas passer cette indiscrétion et que je couperais le passage. Donc les gens m'ont fait confiance. Est-ce que tu sais aujourd'hui le nombre de personnes, le nombre d'invités que tu as dû interviewer dans tes émissions Rencontres et C'était hier? J'ai dû en interviewer 40 par an, et donc j'ai fait ça pendant un bon nombre d'années. Je pense que je dois avoir 800 800, c'est pas rien. C'est pas rien, 800. Est-ce qu'il y a une personne, une invitée ou un invité qui t'a le plus marqué pendant tes interviews? Oui, il y a des invités qui m'ont marqué. John Martin, qui a été à la radio, la création de Radio d'Haïti, m'a beaucoup intéressé parce qu'il a raconté sa guerre, son engagement, son travail ensuite comme interprète auprès des gouverneurs. C'était des parcours de vie qui étaient assez originaux. J'ai eu Guy Brault aussi, qui était fils d'avocat et qui a été le créateur de la pâtisserie Hilaire après avoir été chef cuisinier à bord des bateaux. Il y avait Jackie Bombridge, qui a été passager clandestin sur un bateau des messageries. Il y a des aventures comme ça qui sont racontées avec humour et sans conséquence sur qui que ce soit. J'ai beaucoup aimé interviewer les capitaines de goélette. J'avoue que Jean-Baptiste Pasquini m'a beaucoup fait rire et m'a beaucoup intéressé sur ses navigations au Tuamotu. Est-ce que tu avais l'impression de voyager avec eux dans leur famille, dans leur histoire? Absolument. Je partais avec eux, je naviguais avec eux, c'était fantastique.
les navigateurs m'ont beaucoup intéressé. Et puis, quand il y avait des gens de passage, il y avait des archéologues, des ethnologues, des historiens, des écrivains, des artistes. J'essayais de les avoir comme invités parce que ça fait partie du quotidien d'une publicité qu'on peut leur accorder à juste titre. Michel, souvent on te décrit comme étant une mémoire vivante de l'histoire de Tahiti, de l'histoire de la Polynésie. Comment est-ce que tu perçois cette description de toi? Je pense que je ne suis pas unique en mon genre. Mathéo, tu en fais toi aussi. Des interviews, tu fais la même chose que moi. Il y a l'avantage de le faire en tahitien, ayant une culture tahitienne innée. C'est un gros avantage par rapport à moi. Mais je pense que j'ai permis quand même à des gens qui étaient humbles d'avoir un peu de célébrité dans leur famille, d'être reconnus. Parce que on disait beaucoup de choses sur les femmes tahitiennes et sur le Polynésien, qu'on jugeait sauvage, paresseux, buveur. Et tout ça, ça m'irrite beaucoup quand j'entends des qualificatifs de ce genre. Parce que il y a une humanité qui est fantastique, qui existe toujours. L'accueil est gentil. Je vois que maintenant je suis une vieille dame. Eh bien, spontanément, dans les magasins, on m'aide à me lever, on m'aide à marcher. Et c'est avec une gentillesse qui fait qu'on ne peut pas quitter ce pays. Alors, selon toi, pourquoi on sait que l'oralité fait partie un peu de cette culture polynésienne, de la tradition polynésienne. Pourquoi l'oralité est si importante pour toi, d'après toi, en tant qu'enseignante et puis en tant que speakerine? Pourquoi l'oralité est si importante pour la transmission en Polynésie? L'oralité est importante parce qu'elle était religieuse, elle était sacrée. C'était les gens qui avaient un savoir. Et l'oralité, en plus la langue est belle. Et c'est naturel. Un Tahitien est pratiquement orateur. Toi-même, Mathéo, tu te lances quelquefois. Et je pense que cette oralité est à préserver. C'est d'un type de parole, un type de musique qui rattache à vos origines et qui est importante. Il faut garder. Bien sûr, il faut le évoluer, mais il faut garder ce qui a fait l'originalité et la profondeur de ce monde polynésien. Alors, on a de la chance d'être entouré de beaucoup de livres, de beaucoup de bouquins. Qu'est-ce qui t'a inspiré à l'époque de devoir écrire les légendes polynésiennes pour les enfants? Alors, c'est la demande j'ai écrit. Je les ai transcrites, des légendes que j'ai trouvées dans Tahiti aux temps anciens ou dans des documents qu'on m'a passés. Et bien, je pense que c'est important de connaître les légendes qui expliquent l'origine des choses, qui sont le merveilleux, qui expliquent beaucoup de paysages. Je pense que c'est... De même, on a étudié le puits Chaperon Rouge en France et autres petits poussés. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut garder pour l'enfance et même pour les adultes. Et j'ai été très heureuse d'avoir à faire ce petit travail pour des enfants parce que j'étais étonnée qu'on me dise qu'ils ne connaissaient pas ces histoires que j'ai connues moi très vite. La légende du cocotier, je l'ai connue, je crois, dans les premières semaines où j'étais arrivée à Tahiti. Et je trouvais dommage que ce ne soit pas le cas pour tous les enfants. Je sais bien que le livre n'était pas fréquent dans les maisons, mais l'école est faite pour ça. Alors Michel, ta robe me rappelle le tifeifei. Ça me rappelle des tissus de tifeifei. Et justement, en parlant de tifeifei, tu as également coécrit donc un livre sur le tifeifei avec une autre personne qui est chère à ton cœur également.
Alors, le Marie-Noël Tifei-Fei, Frémy. c'est ma fascination pour l'artisanat. L'artisanat polynésien est tellement de qualité que je l'ai fréquenté, les artisans, très tôt. Dès qu'il y a eu des expositions, j'étais vraiment fascinée. Et le Tifei-Fei m'avait paru un élément important. Je me souvenais que mon premier tour de l'île, j'étais passée dans la maison, vers la presqu'île, la maison des Rochettes, qui avait une maison avec une salle de séjour, avec des coussins, tous en Tifei-Fei, dessus de canapés en Tifei-Fei. Et c'était une offrande aux touristes qui faisaient le tour de l'île, de ce paysage-là. Et donc, j'ai toujours intéressé, puis j'ai parlé avec les artisanes, et c'est comme ça que Christian Robert a eu l'idée de faire ce livre, avec certains interviews que j'avais fait d'artisanes, de Rurutu, de Rebavae, de Tahiti, de Moorea. C'est un art local qui est beau et qui mérite bien qu'on s'en occupe. Ça, c'est venu parce qu'on me l'a demandé, c'est comme les légendes. Oui. C'est Guy Vallard qui m'a demandé de participer à sa collection, et là, c'est Christian Robert qui m'a demandé de participer à cet ouvrage. Ça va, les mamas, les papas également étaient assez ouverts pour pouvoir partager avec vous Oui, oui, oui. leur secret de coudre des Tifei-Fei à la main? Oui, oui, je me souviens, le premier homme que j'ai, c'est Tarata, qui fait encore des Tifei-Fei marquisiens, à sa manière, que j'avais interviewé. J'avais tellement été étonnée de trouver un homme maniant l'aiguille. Et c'était venu à la suite d'une conversation avec Pasquini, le capitaine de goélette, parce qu'il avait eu un de ces capitaines de goélette qui, quand il ne naviguait pas, faisait des Tifei-Fei à bord de son bateau. Et ça m'avait paru intéressant de retrouver un homme qui faisait des Tifei-Fei. Voilà comment c'est arrivé. Alors, si on peut parler également de ton engagement culturel, si on peut parler de culture justement au travers le FIFO, au travers du FIFO, puisque depuis la création du FIFO, Michel, tu es devenu un pilier du comité de présélection. Qu'est-ce qui te motive à y participer chaque année? Ça a été une découverte, le FIFO. Je reconnais que Wallace Cotra, qui était directeur à l'époque, lorsqu'il a demandé à Ina Sylvain et à moi de nous occuper du FIFO, de lancer le FIFO, il s'adressait à quelqu'un qui avait une grande culture polynésienne et télévisuelle, Ina Sylvain, et moi qui pouvais avoir des rencontres intéressantes. Et moi, j'ai découvert l'Océanie. Je ne connaissais pas les aborigènes, enfin pas suffisamment pour pouvoir juger quoi que ce soit. J'ai découvert la Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai découvert des tas de considérations, des tas de rites. C'était parce que les premières années, on a sorti les archives de toutes les stations du Pacifique. Donc il y avait déjà des documentaires sur les guerres, sur l'artisanat, sur la sculpture, sur le commerce des travailleurs polynésiens. Donc, le FIFO, je m'ai accroché tout de suite. Puis une aventure qui commence, c'est toujours passionnant. Quand on a les initiatives, on vous fait confiance. Et j'ai beaucoup aimé mon passage au FIFO. C'est également, ce sont également les messages qu'il y a au travers de ces documentaires qui donnent peut-être envie de continuer chaque année à pouvoir t'imprégner de toutes ces histoires d'Océanie. On a vu l'évolution du FIFO et à travers cette évolution, l'évolution du Pacifique. Donc on a vu les aborigènes sur le plan historique. Après, on a vu les colères des aborigènes de ne pas être reconnus. On est devenu militant un petit peu quelque part. De même, Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est devenu militant contre ces grandes sociétés, ces multinationales qui, sans scrupules,
abattre des arbres pour planter d'autres qui reviennent, qui amènent davantage de bénéfices. Le FIFO était une grande école de l'Océanie. J'ai trouvé que et il a évolué beaucoup de documentaires historiques. On est passé à des documentaires modernes, contemporains, qui mettent en relief des problématiques justifiées, qui nous rapprochent de l'actualité. Il y a également le FIFO hors les murs, puisque tu voyages également dans les archipels éloignés pour pouvoir partager et puis pouvoir donc projeter ces documentaires. Est-ce qu'on a la même perception des messages qui sont introduits au travers de ces documentaires dans les îles par rapport à ici à Tahiti? Quand on est allé dans les îles, ça a été un émerveillement pour les gamins. Ils n'étaient pas préparés à recevoir ces documentaires. Un documentaire, c'est sérieux, ça fait pas rire. On saute pas sur son siège en rythme de musique. On est obligé, c'est un peu une leçon. On a eu à surmonter cette timidité, cette crainte de se dire, oui, c'est un cours déguisé. On va nous interroger après dessus. Mais très vite, on a compris que on pouvait présenter les choses autrement, et les élèves l'ont compris aussi, et ont été très curieux de découvrir d'autres pays où on partageait la pêche, où on partageait l'agriculture. Ils se sont sentis moins isolés. Ils ont apprécié beaucoup. Et puis ils ont découvert un métier, le métier de caméraman, le métier de monteur, le métier de radio. Aussi, ça a été une découverte. Je crois que ce passage dans les îles, ce FIFO dans les îles, est très enrichissant. Et pour nous aussi, parce qu'on a un autre public. Je me souviens de Makemo, lorsqu'on a fait passer le film tourné à Fakarava, où on montrait les poissons qui se propagent à la passe au mois de juillet, juin-juillet, et qu'on présente comme un exploit extraordinaire, unique en Polynésie. Quand on a présenté ce film Makemo, il y avait 4 ou 5 pêcheurs dans la petite salle de la mairie qui ont éclaté de rire en disant « On a la même chose ici, faut pas croire ». Donc c'était des contacts quelquefois amusants qui remettaient en cause l'authenticité, l'originalité de Fakarava. Il y avait d'autres endroits où il y avait la même chose. Et ça devait être formidable pour eux de voir leur île, leur archipel dans un de ces, dans un de ces documentaires. Puis on était reçus d'une certaine façon. On voyait les élèves le matin, on voyait le public le soir. C'était pas les mêmes choses. L'accueil est toujours fabuleux. Michel, tout à fait autre chose, mais toujours en restant dans le domaine de la culture, je t'ai découvert être une amoureuse de Ori Tahiti, de Himene Ru'o, de Himene Tarava, notamment au travers du Heiva i Tahiti. Je sais qu'il y a une évolution donc, du Heiva ces 20 dernières années, mais quel moment tu préfères le plus lorsque tu vis le Heiva, lorsque tu es avec un micro à travers les ondes de Polynésie la première aujourd'hui, RFO à l'époque, en racontant le Heiva aux auditeurs? J'ai aimé beaucoup la partie musicale du Heiva parce que je lui trouve quelque chose de plus authentique que la danse. Ce qui me gêne dans la danse maintenant, c'est que ils sont tellement nombreux sur scène que ça me gêne un peu. Ça me donne un peu l'impression d'une cours de gymnastique quelquefois, avec des milieux sportifs. Mais il y a des moments fabuleux quand même dans la danse. Mais j'avoue que le outé, par exemple, est un exercice qui me touche beaucoup. D'abord parce que dans les bringues, autrefois, les mamas, le Matayapo qui étaient là, comme Edmond Luc, Pauline Schill, qui outaient volontiers en cours de soirée, c'était drôle, c'était
beau, c'était sympathique, et j'aime beaucoup cette mélodie. Et les Himene Tarava Urao me touchent beaucoup. C'est beau à voir, c'est beau à entendre, et ça doit être très beau à comprendre, parce que je n'ai pas mon cas toutes les fois. Si tu es arrivé un peu plus tôt en Polynésie, est-ce que toi, tu aurais pratiqué le Ori Tahiti? Est-ce que toi, tu serais allé à la scène de Veillete, de Toata ou bien de Tarahe à l'époque pour pouvoir danser un peu de cette danse qui t'a accompagné pendant de nombreuses années? Si j'avais été plus jeune, j'aurais probablement essayé. J'aurais essayé. Parce que je pense il faut tout essayer, ce qui vous rapproche d'une culture qu'on ne possède pas. Il faut parler avec les pêcheurs, aller à la pêche, il faut aller en montagne cueillir les oranges, il faut pratiquer tout ce qu'on nous permet de pratiquer, sans imposer sa présence, bien sûr. En 2013, tu as été faite chevalier de l'Ordre national du mérite, Michel. Est-ce que ça, c'est une belle reconnaissance? Qu'est-ce que cela représente pour toi? J'ai été très étonnée d'ailleurs. C'était Yves Aupert qui avait été l'agent de cette décoration. Il m'avait proposé auprès de M. Floss. Et j'avais été très étonnée, émue. Et Yves m'avait dit, c'est au nom de Radio Polynésie qu'on te donne cette décoration. C'est pour te remercier d'avoir orienté la Polynésie, le Radio Polynésie sur ces témoignages de patrimoine. Et ça m'a étonnée. Ça m'a étonnée parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient aussi mieux qualifiés que moi pour le faire et pour recevoir cette décoration. C'est une belle reconnaissance pour toi? Je l'ai pris comme une reconnaissance de la station et non pas une reconnaissance personnelle. C'est la station qui était représentée et qui était honorée. Michel, si tu devais résumer ta vie en Polynésie en quelques mots, quels seraient-ils? C'est une vie qui a été sur un rythme particulier, très proche de la nature, très proche de l'eau et de la mer. J'ai la chance d'habiter au bord de mer. Et surtout très proche des gens. J'ai des souvenirs de rencontres absolument poignants, délicieux. Et cet échange, cette réciprocité est une des raisons pour lesquelles j'aime ce pays. Et je compte y rester. Michel, quel conseil donnerais-tu aux jeunes générations qui souhaitent s'engager dans la culture, dans l'enseignement, ou bien dans les médias, toi qui as les deux pieds dedans depuis de nombreuses années? Il faut qu'ils comprennent que ce qui se passe, là, même la danse, même les chants, il faut qu'ils connaissent l'origine. Il faut qu'ils connaissent pas seulement le contemporain. Il faut qu'ils aient une connaissance de ce que ça représentait autrefois. Le fahamou, la circoncision, le chant, la danse, la sculpture. Il faut chercher le fond des choses et non pas se contenter du spectacle que cela propose. Et je dirais qu'il faut que les enfants apprennent l'histoire, se rendent compte de ce que des périodes difficiles et se rendent compte que une partie de leur identité est un peu camouflée sous la double nationalité qui est la leur, enfin la double appartenance à deux cultures différentes, mais que l'une et l'autre peuvent s'enrichir réciproquement. Mais je leur dirais que ne négligez pas ni votre langue, ni de poser des questions à vos grands-mères, à vos grands-pères sur l'utilité de tels gestes à la pêche, à la chasse, en agriculture. Et
soyez, soyez vous-même dans votre pays. Tu as été active en télé, en radio, dans l'enseignement au HEIVA ou bien dans le Festival international du film documentaire océanien, le FIFO. Qu'est-ce qui t'a donné toute cette énergie qui a fait que tu es encore bien intégré dans ces domaines? Ben, c'est l'envie de savoir exactement, de mieux comprendre le milieu dans lequel je vis et ne pas commettre d'erreurs, d'être, si possible, un passeur à travers lequel les jeunes pourraient peut-être arriver à retrouver eux-mêmes leur culture. J'ai essayé de raconter ce que j'avais découvert, de partager avec mes élèves. Et souvent, ça a été du bonheur et rarement de l'indifférence. Et je pense que le rôle des enseignants, c'est aussi cela. Donc c'est la beauté de la culture, la différence de culture entre nos deux cultures, qui ont des points de ressemblance pourtant, mais c'est ça qui m'a accroché. Et la gentillesse, le sourire que vous avez en permanence, Mathéo. Est-ce que tout ce patrimoine, tous ces témoignages, tu as su le partager avec des gens autour de toi, des gens que tu as connus à la radio, par exemple, ou des gens de ta famille? Est-ce que ce sont des témoignages qui sont faciles à partager, à léguer aux gens qui ont soif de connaissances? J'ai partagé avec ma petite fille, qui est très investie dans la culture polynésienne. Moi, avec mes motua, qui sont plus dans la pratique et dans le modernisme. Mais des enfants Fahamou sont très proches de la culture et si je peux les aider, les conforter dans leurs désirs, sans qu'il y ait de racisme, sans qu'il y ait de comparaisons négatives. Il faut s'accepter l'un l'autre tel qu'on est, en se disant que c'est une richesse que d'additionner des talents, peut-être même d'additionner des défauts. C'est important de reconnaître ses défauts aussi, des fois. C'est important de reconnaître ses défauts. Absolument. Il faut les reconnaître, il faut les utiliser, soit à bon escient, pour éviter qu'ils ne soient dangereux. Il faut les contrôler, mais il faut bien les connaître. Je sais que pendant toutes ces rencontres, il y a eu ce devoir de transmission, cet amour de partager également tous ces témoignages des personnes que tu as rencontrées au fil de tes interviews. Alors, je sais que les premières personnes avec qui tu partages ces témoignages, ce sont les techniciens de la radio, puisqu'on ne parle pas souvent d'eux, mais tu travailles énormément avec ces techniciens. Les techniciens, j'ai un grand merci à leur envoyer, à tous ceux que j'ai connus. Je pensais à Toti Piei, qui nous a quittés, Charles Frébeau, qui est encore à la retraite, des techniciens, beaucoup que j'ai connus. Mais sans eux, je suis rien. C'est pas possible, je ne peux pas travailler, je ne peux pas enregistrer s'ils ne sont pas là à côté de moi pour la justesse du prise de son, pour même quelquefois des explications de mots tahitiens que je n'ai pas saisis, pour leur solidarité avec moi. Je dois dire que dans les montages que j'ai faits, avec les techniciens qui m'ont suggéré telle chanson, telle autre, telle coupure, c'est pour moi, c'était une équipe, c'était ma famille, les techniciens. Et le dernier avec lequel j'ai travaillé, Touiva Lambert, a été un compagnon de travail extraordinaire. Mais j'ai retrouvé aujourd'hui avec bonheur Thierry, que j'avais connu plus jeune et qui est maintenant haut placé, chef de la radio et de l'équipe radio. J'ai rencontré Mahana, j'ai rencontré, je pense à Naya, je pense aussi à
tous ceux qui ont œuvré avec moi. Et qu'on s'est partagé avec toi ces moments Et un peu particuliers avec les invités. Noëlla, que j'avais eu comme élève Ouais. et que j'ai retrouvée directrice de la radio. La chef en plus. Oui, C'est ta chef. chef. Oui, oui, oui. Ça fait quoi de voir ces élèves haut placés à Polynésie la première, par Mais exemple? c'est une autre discipline, donc on est humble en face de quelqu'un qui a une discipline, qui a une spécialité. Donc j'étais humble en face de Noëlla, puisqu'elle pouvait juger mon travail. Elle avait les capacités, tandis que moi, je n'étais pas capable de juger son travail. Et aujourd'hui encore, tu as des élèves qui essaient de rentrer en contact avec toi pour leur raconter les péripéties de leur vie? Oui, il y a quelques parents d'élèves qui recherchent les anciens enregistrements. Et c'est là ma grande inquiétude. Je ne dis pas que j'ai alimenté de façon précieuse et unique les archives du territoire, mais je pense quand même que ces témoignages oraux recueillis au fil des années, de ces gens travailleurs, de ces femmes, de ces personnalités de passage, mériteraient qu'on les conserve, parce que c'est quand même l'histoire du pays. Quand on raconte comment on partageait les repas le dimanche, pour faire le hima, et comment on se recevait en famille, les lois qui sévissaient entre parents, c'est quand même tout un parti de l'histoire de Tahiti qu'il faudrait ne pas oublier. On oublie vite. Michel, aujourd'hui, si tu devais dire merci à des gens ou à une famille ou je sais pas une personne en particulier, ce serait qui et ce serait pourquoi? Mais je sais pas, j'aurais tellement de familles à qui dire merci. La famille Doum, la famille Martin, la famille Bro, la famille Pasquini. Il y en a plein. La famille Brambridge, Poroy. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté de plus? Et ils ont tous leur place dans mon cœur. Parce qu'ils ont tous apporté de l'eau au moulin. Paul Chichong aussi. Et tous ces gens qui sont de nature différente. Michel Guérin qui racontait l'histoire de l'arrivée des plantes. Il y avait comme cela des guérisseuses. Madame Ravaineau. Il y avait Titi Peters, la maquisienne. Et, je sais pas, il faudrait que je remonte. Ma mémoire me fait défaut pour nommer tout le monde. Mais j'ai beaucoup aimé recevoir les gens d'un certain âge. Michel, aujourd'hui, on est chez toi, on est dans un cadre magnifique, bord de plage, on entend le vent qui traverse les branches des Tumu qui donne un peu ce bruit particulier. On entend également cette mer qui se fracasse, donc chaque vague qui vient un peu caresser les coraux du récif qui est en face de nous. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, tu es en paix, tu es tranquille, tu vis ton bonheur? Oui, avec ce haïto qui est énorme et qui est mon énergie. Je regarde mon haïto tous les matins et je lui demande de me donner son énergie parce qu'il est colossal, il est beau, il est mon gardien et je suis très attachée à cet arbre et à cette maison. Alors, cette maison ou ce Tumu Aito, est-ce qu'on peut dire qu'il reflète un peu cet esprit que tu gardes au fond de toi, cette force qui te fait vivre, qui continue à te faire vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le comparer ce Aito à cette force de vivre que tu as au fond de toi? Oui, on peut comparer. euh, on peut comparer le fait que
J'ai mené ma barque toute seule, grâce à l'énergie que donne la Polynésie, le haïto et les rencontres. C'est émouvant ce que tu dis, le fait de devoir mener sa barque toute seule, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, et d'en arriver là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es fier, Michel, du parcours que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? J'ai eu beaucoup de chance, d'abord d'être nommée ici, ensuite d'avoir été accueillie comme j'ai été accueillie, et d'avoir eu la chance de pouvoir écouter et entendre les Polynésiens parler d'eux-mêmes et pas retenir ni cacher leur personnalité. Je les remercie beaucoup. Ce sont des parentés qui sont créées comme cela, et j'ai l'impression d'une grande famille à laquelle j'appartiens un petit peu. Merci beaucoup, Michel.